« 1969. L'Auto-Québec devient maître des jeux de hasard, un monopole d'État pour évincer le crime organisé. Des officiers! Ici Anne-Marie Dussault, bienvenue à Tout le monde en parlait. Depuis 1969, l'Auto-Québec assume un monopole d'État sur les jeux de hasard au Québec et personne ne remet en question son existence. Autre temps, autre mœurs, car il y a 50 ans à peine, le crime organisé faisait des affaires d'or avec les loteries illégales. À cette époque, Jean Drapeau mène une lutte à finir contre la pègre et le jeu. Ironie de l'histoire, une fois qu'il devient maire de Montréal, Drapeau instaure lui-même une loterie déguisée. La table est mise pour la création de l'Auto-Québec. Fin des années 40, dans le Montréal de l'après-guerre. On s'amuse. C'est une grande période pour la vie nocturne, pour les cabarets, pour les jeux, car on joue beaucoup à Montréal. À la loterie, au sweepstake irlandais, on fréquente les maisons de jeux et de paris, les barbottes. Tout cela, bien sûr, est parfaitement illégal. Même le bingo. Que l'on tolère uniquement aux fins d'œuvres religieuses. Mais on présume que ça aidait soit les œuvres ou soit encore la réfection là, de l'église ou de la salle paroissiale. Mais à l'époque, on ne prétendait pas s'enrichir avec le bingo. J'ai l'impression que le jeu, là, quand on joue souvent, ça peut devenir un vice. Moi, je suis pas seulement pour l'argent. C'est une sortie, c'est pour passer le temps. D'abord parce que c'est ma paroisse, puis ensuite parce que j'aime le bingo. Certains jeux de hasard sont beaucoup moins catholiques, car leurs profits vont directement au crime organisé. Claude Fleurant est un ancien policier de l'escouade de la moralité de la ville de Montréal. À l'époque, on avait une super de bonne équipe. Il y avait beaucoup de gambling, mais c'était souterrain. Tu sais, évidemment, c'était souterrain. Et puis, on travaillait sur des maisons de jeu, des maisons de débauche, comme je vous dis. Quand tu parles du crime organisé, c'est astronomique les agents qui s'en vont là. Montréal est devenu la plaque tournante des jeux de hasard. Preneur au livre, prêt usuraire, machine à sous, protection. Le crime organisé est partout. Voici l'aspect qu'avait le cabaret chez Paris après la visite de vandales de la pègre montréalaise. Des dégâts évalués à 25 000 $ y auraient été causés. Certains croient qu'il s'agissait là d'une autre manifestation du racket de la protection. Selon les témoins de l'époque, l'industrie montréalaise des jeux et paris rapportait 100 millions de $ par an au réseau criminel. Ils ont le contrôle du jeu, ils ont le contrôle de la prostitution, ils ont le contrôle du shylocking, ça implique beaucoup de personnes et beaucoup de millions de dollars. C'est une plaque tournante parce que, justement, ici, on est au centre, on n'est pas loin des États-Unis, évidemment. Là. Il y a beaucoup d'entremetteurs américains qui venaient ici à Montréal. Les réseaux criminels peuvent compter sur la complaisance des forces de l'ordre que l'on dit corrompues pour contourner la loi. Un nettoyage s'impose. Un jeune avocat se démarque dans cette croisade contre la corruption. Son nom, Jean Drapeau. We had to clean up the city and for that we had to hurt the gangland. We wanted to put some order in the public administration and we had to hurt friends. Jean Drapeau devient avocat de la commission d'enquête Caron sur la moralité publique. Il faudra 4 ans à cette commission pour publier son rapport
et pour faire arrêter les coupables parmi les policiers et les membres de la mafia. On n'y serait pas parvenu sans l'aide du spécialiste du crime organisé de l'époque, le policier Pax Plante, surnommé l'Incorruptible. Dans une entrevue accordée pendant les années 70, il se montrait fier du travail accompli. L'enquête Caron, tous les témoins qui sont venus, tous les tenanciers, tant les témoins que nous avons amenés, nous, que les intimés ont produit, ont tous déclaré la même chose à un moment donné, c'en était ridicule. Ils venaient tous dire, on a opéré ouvertement pendant des années, puis quand tes plantes est fini, ça ne marchait plus, on n'a plus été capable de marcher. Ils arrêtaient les bosses. L'enquête Caron sert de rampe de lancement à Jean Drapeau, qui se porte candidat à la mairie de Montréal en 1954. Le soir de la victoire, il rappelle ses objectifs. Le sens des responsabilités, le sens de la moralité publique dans toutes les affaires de la cité. Fait surprenant, ce même Jean Drapeau qui a débarrassé Montréal de ses maisons de jeux et de paris illégaux lancera sa propre loterie 14 ans plus tard. Le Bureau international des expositions décidait à l'unanimité que l'exposition internationale et universelle de 1967 aurait lieu à Montréal. On vient de rappeler que l'exposition de 1967 à Montréal sera une exposition à la fois internationale et universelle. Pendant les années qui précèdent l'exposition universelle, Montréal s'endette en se lançant dans plusieurs chantiers. Construction de 3 lignes de métro. Réparation d'une centaine de rues. Préparation des îles pour l'exposition universelle de 1967. La ville dépense sans compter. Lors de l'ouverture, un climat d'euphorie sans précédent règne. Au journal Le Devoir, les affaires municipales relèvent du jeune journaliste Jean-Claude Leclerc. On ne voit pas qu'il y a là un gouffre financier qui va entraîner une catastrophe dans les finances municipales. À vous tous et à vous toutes, 50 millions de fois merci. Yvon Lamarre, alors conseiller municipal, était un proche collaborateur du maire Drapeau. C'était le premier budget après l'Expo 67. Le métro avait coûté 214 millions et le gouvernement du Québec ne voulait pas payer du tout. Montréal a besoin de 28 millions de dollars pour combler sa dette. Faut-il augmenter les taxes? Le maire Drapeau a plutôt un autre plan en tête. I've had this in my mind for quite a long time. And I was thinking about how could the image of taxation be improved. Il m'a dit, M. Lamarre, comment vous pensez qu'une loterie, ça pourrait rapporter à Montréal la première année? Moi, j'ai dit, ça pourrait être entre 10 et 15 millions. Et là, le maire Drapeau s'était illustré contre le crime organisé dans les années 50 et contre le jeu, se convertit bien sûr à l'usage d'une loterie, mais il sait très bien que la loterie, le jeu, c'est interdit par le code criminel. Alors, il fait preuve d'imagination et il essaie de trouver une formule juridique qui va lui permettre de ramasser de l'argent sans violer le code criminel. D'où l'expression « taxe volontaire ». L'établissement d'une loterie ou d'une taxe volontaire, si vous préférez, en tant que source de revenus, c'est une solution vraiment extrême. Absolument. Si l'écart avait été de 5 millions, nous aurions peut-être pu trouver des moyens où nous aurions augmenté les taxes pour 5 millions de dollars. Le public aurait toujours pu supporter une augmentation de taxes pour 5 millions de dollars, mais pour 28, ça veut dire une augmentation de 20 mais c'est absolument impossible. Alors, ce que Drapeau invente, c'est que la loterie, au lieu d'enrichir des bandits, va contribuer
aux finances publiques. Et en même temps, il passait pour un bienfaiteur public, quelqu'un qui allait sauver les finances de la Ville de Montréal. C'était assez habile de sa part. C'est une taxe de 2 $. Chaque 2 $ permet d'avoir une chance d'être invité à répondre à des questions de connaissances courantes sur Montréal. Le maire de Montréal se rend souvent au bureau où sont compilés les formulaires de taxes volontaires pour s'assurer de la bonne marche de son œuvre. À moins que je puisse vous donner la main quand même. Félicitations, merci pour le bon travail que vous faites. Avant d'obtenir le Grand Prix, chaque concurrent doit répondre à 4 questions portant sur Montréal. Quel est le plus grand port intérieur du continent nord-américain? Le port de Montréal. Félicitations. Félicitations, monsieur. Félicitations. Vous avez gagné, vous avez donné 4 bonnes réponses et vous gagnez 100 000 $. Le gagnant reçoit un prix de 100 000 $, non pas en argent, mais en lingots d'argent. Les lingots, c'est question de détourner la question de l'égalité, c'est ça, finalement. Ou encore de rester dans les cadres de l'égalité. Les tirages de la taxe volontaire ne font pas que des heureux. Ils alimentent ceux qui s'opposent à cette loterie déguisée. Le gouvernement du Québec est du nombre. Le ministre de la Justice du Québec, qui était Jean-Jacques Bertrand, a dit « Votre taxe volontaire, c'est illégal ». Nous, notre contentieux, et on avait confiance au contentieux, il nous a dit « Non, on est capable de défendre ça devant les tribunaux ». Qu'on a dit au ministre de la Justice, effectivement, « M. Bertrand, vous pouvez nous poursuivre. On n'a pas d'objection si vous nous poursuivez. On va se défendre devant les tribunaux et on va se défendre jusqu'au bout. » La contestation juridique va jusqu'à la Cour suprême qui juge la taxe volontaire illégale. C'est un coup dur pour le maire Drapeau et pour son équipe. La ville perd sa loterie. Pour comble, l'initiative de Jean Drapeau est loin d'être la manne que l'on espérait. Quand vous nous avez dit, en avril, que la loterie rapporterait 28 millions de $, vous n'y croyiez pas, M. le maire? Nous avons imaginé la taxe volontaire. Et nous avons dit, le moins qu'on puisse avoir avec ça, c'est qu'on va gagner du temps. On va voir comment les choses vont aller. Un tour de magie. Bon, tout ce qu'elle rapportera, ça sera ça de moins qu'on sera obligé d'aller chercher en impôts. Forcé. Pendant que la ville s'endette, les réseaux criminels ont repris leurs activités et prospèrent. Il y a une année, on a fait 125 maisons de débauche. C'était vraiment un record. Les paris qui nous préoccupent le plus, c'est les paris sur les chevaux et les paris des différents sports, comme le hockey, baseball et football. Nous avons fait une dernièrement pour vous montrer comment ils étaient organisés. Nous avons trouvé au-dessus de 500 000 $ de gageux pour une semaine. Malgré toute leur bonne volonté, les policiers se butent à des organisations qui trouvent des façons astucieuses de faire disparaître les preuves de leurs méfaits. Ici pour Chicago, 200, disons numéro 20, qui sera le numéro de code de celui qui gage. Et je prends ce papier et je le mets dans l'eau. Et je la brasse comme ceci. Et ça en prend environ 10 secondes. Il ne reste plus rien. Si la pègre peut continuer à narguer les policiers, c'est parce qu'elle offre à la population ce que le gouvernement lui refuse, l'occasion de jouer. Un sondage effectué pendant les années 60 révèle en effet que plus de 80% des Québécois sont favorables aux jeux de hasard et souhaitent la création d'une loterie d'État. D'abord, de toute façon, les gens jouent quand même au jeu. Ça fait que ça serait légal, ça serait mieux, moins de pègres. Tout le monde joue aux courses. Mais ils jouent sur le bokeh, aux cartes, aux dés, en cachette. Qu'à faire que ça, c'est pas légal. Après la pause, le gouvernement fédéral doit prendre position. Les citoyens ne sont pas les seuls à vouloir une loterie d'État.
C'est ce que réclament également de nombreux politiciens depuis des années. Le public lui-même préférerait acheter une loterie qui serait légale, qui serait contrôlée par l'État, plutôt que de se fier aux caprices d'un vendeur de billets qui ne serait pas un bona fide vendeur ou agent autorisé pour vendre des billets de loterie. Pierre Elliott Trudeau, alors ministre fédéral de la Justice, passe à l'action. Il propose une modification de l'article 179 d'une loi spéciale appelée Bill Omnibus, afin que la loterie devienne légale et qu'elle relève des provinces. Le Bill Omnibus allait légaliser une autre activité jusque-là interdite, les loteries. La loterie du Québec démarre. Tout le monde peut gagner, c'est légal. Le changement est adopté au printemps 1969. Le 23 décembre de la même année, Québec crée la Société d'exploitation des loteries et des courses du Québec. Jean-Marc Lafaille a occupé plusieurs postes importants au sein de l'entreprise et en est même devenu le 3e président en 1977. Le Québec a été la première province à le faire. Et il y a une explication fort simple. On dit que c'est pour protéger ce champ de taxation, ce qui est vrai, mais également, c'était d'abord et avant tout pour régler le problème de la taxe volontaire de la Ville de Montréal. Je pense que tous les gens aiment jouer. Si l'Auto-Québec n'existera pas, les gens feraient comme ils faisaient avant, à savoir qu'ils achèteraient des billets des loteries illégales, des loteries opérées par le crime organisé, et par d'autres individus pas très recommandables. Alors? La mode était aux cheveux plus longs. Alors, jour 1, l'Auto-Québec naît. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que vous avez un bureau, des employés? Il n'y avait personne. Moi, j'étais le premier employé de l'Auto-Québec. C'était un peu... C'était très épique à l'époque. Hein? Premièrement, les gens s'y connaissaient... On y connaissait peu, on y connaissait à peu près rien dans le domaine des jeux de hasard et des loteries à l'époque. Il y avait un problème légal important. Voilà M. Drapeau qui a une loterie entre les mains, qui a une loterie illégale. Il n'y a pas d'autre choix que de retourner aux gens qui avaient souscrit à la loterie leurs 2 $. C'est un problème financier parce que ça coûte plus cher de retourner le 2 $ que de faire un tirage. Alors la solution, c'est bon, on prend tout cet argent-là, on vend des billets supplémentaires et on fait un tirage qui, en somme, tient compte des billets vendus par la taxe volontaire de la Ville de Montréal. C'est la solution la plus élégante. J'aimerais gagner parce que je me marierais, franchement. Oh, 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 j'ai gagné le gros lot avec mon billet de loto. Mais si vous ne gagnez pas, d'ici 1 an ou 2, vous allez bien finir par vous marier. Alors, je vais me marier pareil, mais ça m'aiderait beaucoup. Dès le premier tirage en mars 70, le succès de l'Auto-Québec est indéniable. La première année, les revenus de l'entreprise sont de 51 millions de $. Tenez-vous bien, ça va faire bonne maladie. Je vais m'offrir la longue vie. Je me souviens qu'on prend des lotos depuis la taxe volontaire de M. Drapeau. Depuis le commencement, dans le temps de Drapeau, moi, j'avais commencé ça. Mais si je gagnais dans ce temps-là, je gagne plus aujourd'hui. Tiens, la mini-monnaie. Pour la mini-loto. De l'Obrigida? Non, l'auto perfecta. Tout au long de son parcours, l'Auto-Québec n'a cessé de miser sur une publicité omniprésente. Tout ce que nous faisons, nous prenons le public, soit dans son living room, soit dans sa cuisine, en train de lire son journal, et nous tâchons de l'amener, là, dans un de nos kiosques ou dans un de nos points de vente. Tabagie, pharmacie, épicerie, on est partout. 14 000 points de vente, incidemment, à travers toute la province. Ce qu'il visait, c'est de rendre joueurs tous les citoyens, tous les contribuables, de sorte que le marché du jeu s'est agrandi considérablement. Jamais la PEQ n'aurait pensé à un tel paradis du jeu. Pensez-vous qu'un jour, ça va être votre tour? J'espère. Vous? J'espère. On espère toujours, surtout gagner le million, là. On est bien loin de l'époque où le crime organisé contrôlait le jeu. Pourtant, selon Jean-Marc Lafaille, l'Auto-Québec a gagné plusieurs batailles, mais pas la guerre contre les réseaux criminels. Dans le domaine des jeux de hasard, c'est la même chose. Ce que j'ai dit à l'époque, je le répéterai tel quel aujourd'hui. Parce que l'Auto-Québec a occupé des champs
qui étaient au préalable occupés par le crime organisé. Petit à petit, il les a délogés. Tous les champs où l'Auto-Québec ne s'est pas impliqué ou ne s'implique pas encore aujourd'hui, c'est évident que ça va être occupé par le crime organisé parce que les gens le veulent. Car ce qui était vrai pendant les années 50 et 60 l'est encore aujourd'hui. Les Québécois aiment les jeux de hasard. Et si l'offre légale ne répond pas à la demande, il y a fort à parier que le crime organisé s'en chargera. Aujourd'hui, l'Auto-Québec est devenue une société d'État prospère avec près de 4 milliards de revenus. Son offre de jeux ne cesse d'augmenter. Plusieurs lui reprochent même de ne pas soutenir suffisamment les joueurs compulsifs. Quant au crime organisé, il sévit toujours, notamment avec le jeu sur Internet. Il n'en tient qu'à l'État d'occuper les champs de taxation qu'elle ne veut pas laisser au crime organisé. Cette prise de contrôle de la taxe volontaire par l'Auto-Québec, on a dit on est spolié par le gouvernement. Et on leur a fait savoir. Ça ne nous a pas pu aider, vous savez. Vouloir transformer chaque Québécois en joueur, c'est terrible. Parce que si ce programme-là réussit, puis il semble qu'il a pas mal réussi, ça veut dire qu'on a préparé une clientèle pour un marché extérieur.